C'est parti pour la vérité entre les lignes. Tom Bombadil. Hop, hop, hop. Go, go, go. Le personnage dont on me demande mon avis le plus souvent pendant mes lives ou sous les vidéos. Un mystère qui n'a jamais eu de réponse jugée suffisante pour les fans. Mais est-ce vrai? Tom est-il vraiment un mystère aussi épais que le pire brouillard que vous pourriez imaginer? Et si, à travers les lettres et la vie de Tolkien, se cachaient des réponses nous permettant de lever le voile sur ce mystère? Comme souvent, cette vidéo est le fruit de mes recherches. C'est le moment de mettre un commentaire et un like dont les références sont... Voilà, n'hésitez pas aussi, hein, même si vous n'avez pas d'idée, vous n'êtes pas obligé n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit j'aime, etc. parce que ça aide beaucoup hein, sur YouTube. Donc vraiment, même si vous ne savez pas quoi écrire, mettez une phrase juste en disant « Oh, j'aime bien Tom, mais j'aime encore mieux quand Fofo débrief dessus, etc. » Donc n'hésitez pas, franchement, à laisser des commentaires. Ça aide vraiment beaucoup pour ça. C'est voulu les deux plans de caméra différents? Bah, t'imagines bien que non. Si j'avais pu, non. Même un poète, ça suffit. Exactement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté. Même un poète, ça fait du bien. Voilà. Description. Cette vidéo va être longue et comme on dit, oui, y a des os pour la longueur, mais le sujet est tellement passionnant. Oui, tu peux mettre ce que tu veux, Kementari. Tu peux mettre ce que tu veux. Pour ceux qui ne connaissent pas Tom ou qui s'en rappellent vaguement, voici un petit résumé de tout ce que l'on sait globalement sur lui. Tom Bombadil, c'est la figure mystérieuse de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Comme en fait, j'avais déjà fait une vidéo facecam, c'est celle sur Barad-dûr, mais finalement avec Elro, on avait décidé de plus trop faire ça. Finalement, ici, pour Tom, s'est posé la question, et comme je disais au début du live, on a décidé de mettre ma tête parce qu'on est à une ère où, justement, incarner son propos avec son visage rend un côté plus humain. Et dans une ère où, justement, l'IA arrive en force, même si j'ai l'impression que ça, point de vue vidéo, ça s'essouffle peut-être un petit peu maintenant. En fait, ça fait grandement du bien. Voilà. Donc là, on s'est dit avec Elro que ce serait peut-être bien de mettre ma tête, d'incarner encore plus ça, plutôt que de n'être qu'une voix pour certains. Comme ça, peut-être qu'ils diront « Ah, mais en fait, la tête, je la reconnais. Elle fait pas des vidéos, potentiellement. » Donc voilà. 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 Quand tu sais pas quoi dire, tu mets juste super vidéo, merci. Voilà, c'est bien aussi. Et coucou Pankies, pourtant tu n'as pas du tout une voix d'IA. Mais dis-toi que ça, on m'a déjà fait la réflexion. TikTok me flaguait toutes mes vidéos parce qu'ils pensaient que j'étais une IA. C'est pour ça que j'ai commencé à montrer mon visage sur TikTok, etc. La seule qualité que j'ai, enfin, l'une des plus grandes qualités que j'ai par rapport à l'IA, c'est d'être une humaine. Et ce côté humain, l'IA ne peut pas le reproduire. C'est-à-dire que même si c'est un visage IA qui parle, ça se verra tout de suite que c'est faux. Ou alors, il faudrait des technologies IA hyper avancées. Je ne pense pas que voilà, les personnes qui font des vidéos pour sur leur temps libre pourront faire des vidéos IA de grande qualité à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé ce côté facecam plus humain, comme tu dis, ça ressent sur le narrateur et donc le propos, je trouve. Ça fait du bien de revoir l'humain. C'est ça, c'est un peu ça. On est vraiment là dans un moment où recentré sur la plus grande qualité que j'ai, c'est mon côté humain face à cette marée d'IA. C'était important, voilà. C'est pas forcément quelque chose que je comptais vraiment faire pour les échos. Mais voilà, pourquoi pas, et on verra, on continuera sans doute cette manière de faire. Et coucou Ossine. D'ailleurs, il aurait traversé tous les âges de la planète Arda. Sa nature et ses origines sont inconnues, mais certains personnages le qualifient d'aîné ou premier. Tom lui-même dit qu'il existait déjà lorsque le Seigneur des Ténèbres est arrivé du vide.
Tolkien n'a jamais développé le personnage de Tom Bombadil à travers les récits liés donc autour du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire notamment le Silmarillion. Ainsi, il est impossible de savoir ce que Tom faisait en dehors du Seigneur des Anneaux. Alors je sais qu'il existe le livre Les Aventures de Tom Bombadil, mais celui-ci ne donne pas vraiment d'informations sur ce qu'est ni ce que faisait pendant toute cette période avant le Seigneur des Anneaux, Tom Bombadil. Il y a un petit décalage, pendant les événements de la c'est guerre normal. de l'anneau, il vit dans sa vieille forêt située à l'est du comté. Le 26 septembre 3018 du Troisième Âge, Tom Bombadil rencontra 4 hobbits alors qu'il cherchait des nénuphars pour sa femme Bédor. Merry et Pippin avaient été capturés par le vieil homme Saul. Mais Tom les sauva et les emmena chez lui. Ainsi, les 4 hobbits restèrent de nuit chez Tom, écoutant ses récits et ses chansons. Voilà. Tom découvrit l'existence de l'anneau et ne semble pas affecté par l'anneau du tout. Pas de domination sur Tom. Il montra qu'il en maîtrisait les effets et que les effets n'avaient même pas de prise sur sa maison. Avant leur départ, il les avertit du danger des coteaux de tertre et leur apprit un chant pour appeler à l'aide. C'est rassurant, ce qui devait arriver arriva. Les hobbits furent capturés par un spectre, mais Tom les sauva grâce à la chanson. Donc Tom revient les sauver à nouveau. Il brise le sort du tertre, récupère un bijou pour Bédor et va offrir des dagues aux hobbits. Ensuite, il les envoya à Bree, à l'auberge du poney fringant, et après une attaque qui a lieu un petit peu plus tard sur Bree, les poneys qui avaient disparu retrouvèrent leur chemin jusqu'à Tom qui va les rendre à l'aubergiste du poney fringant, Prosper Poire de Beurré. Bien qu'il est jugé puissant et bienveillant, Tom ne participe pas du tout à la lutte. Quand on dit qu'il existait déjà, et si on brisait le 4e mur pour expliquer, bah tu vas voir, c'est... T'en fais pas, Adora, belle soirée et à tout bientôt. C'est fou, c'est exactement où j'en suis dans le livre, ce timing, c'est fou, hein. Je suis une professionnelle de la cascade en cuisine. Ah, c'est une blague récurrente avec mon mari, c'est un miracle que je suis en vie vu comment je me blesse en cuisine. Oh, c'est fou ça. Moi, j'ai une peur panique. Étant détaché du conflit. Après la guerre, Gandalf va lui rendre visite et c'est tout. Ainsi, c'est un personnage qui semble avoir un rôle secondaire dans l'œuvre, de quoi déjà donner... Oui, Prosper, Poire de Beurré, ses premières trades. C'est un personnage où la nouvelle trad ne me rentre pas dans la tête. Autour de son absence dans l'adaptation cinématographique de Peter Jackson. De ce fait, en cherchant à adapter Le Seigneur des Anneaux, les cinéastes ont décidé de supprimer tout le chapitre lié à Tom Bombadil. Ils désiraient raccourcir. Toute cette partie-là, c'est le gros bouquin de Weta qui parle de ça. Donc voilà, j'ai pris ce qui était noté dans le gros bouquin. Vous voyez... Voilà, j'ai pris ce gros bouquin là, voilà, c'est la grosse partie de Faussaire pour le prix d'une. T'as vu ça, Sylvestre? C'est cool. Là, il y a un beau Peter Jackson. Voilà, je suis allée faire du fact-checking chez Tolkien. En bref, il est très probable. Ah, oups. Ah, mais tu vois, Romestamo, bah alors, mea culpa, hein. Si c'est toi qui l'as volé, moi j'ai cru que c'était toi, hein. Voilà. Dans les podcasts audio, mais je comprends de plus en plus l'importance de l'enregistrement vidéo en plus. Mais le livre est très très beau, mais voilà, toute la partie là sur Peter Jackson, je le tire de ce bouquin-là. Tire le récit, et surtout maintenir la pression sur Frodo, qui était à ce moment-là poursuivi par les Nazgûl. Tom Bombadil et sa femme Bédor, ces 2 excentriques vivant dans la forêt, à l'écart du monde, auraient éloigné le spectateur du récit principal. Et la résistance de Tom par rapport à l'anneau aurait diminué la perception du mal absolu et imminent incarné par l'unique. Et le danger face auquel se retrouve toute il est à 90 €. Néanmoins, certains éléments liés à Tom apparaissent dans les films. D'abord, on a le vieil homme Saul qui fait une sorte d'apparition dans la forêt de Fangorn. On a le rêve de Frodo dans la maison de Tom Bombadil qui se retrouve dans les paroles de Gandalf à Minas Tirith. On a aussi notamment des phrases de Tom qui se retrouvent chez Sylvebarbe. Peter Jackson a déclaré « On a supprimé les épisodes que j'aurais adoré voir au cinéma, mais notre responsabilité était de faire progresser l'histoire. C'est peut-être simpliste, mais toutes les scènes d'un film doivent vous donner de nouvelles informations de manière à ce que l'intrigue avance. Comment ça va? Or, l'intrigue du Seigneur des Anneaux dans le film, sous sa forme la plus pure, c'est Frodo qui doit porter
et détruire l'anneau. Quant à l'apparition de Tom dans d'autres adaptations, comme en radio, jeux vidéo ou récemment dans la série d'Amazon Les Anneaux de Pouvoir, je ne m'étends pas sur le sujet ici, mais on pourrait bien évidemment imaginer un autre écho sur le sujet. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, vous imaginez bien là, à quand une sortie à 4 le week-end prochain? Là, c'est pas possible en ce moment, c'est impossible. On a beaucoup à faire. Voilà, c'est actuellement jusque facilement au moins fin novembre, je crois. Ça risque d'être chaud. J'ai un horaire de ministre actuellement. Voilà. Et bonsoir Gaëlle. Donc en fait là, vous voyez, la vidéo fait 41 minutes. Là, potentiellement en décembre, écoute, là, je pouvais pas commencer à parler des adaptations parce que voilà, Tolkien a parlé de l'adaptation radiophonique où le mec qui fait Tom est complètement jeté réellement, et donc il dit à ce prix-là Tom aurait dû être supprimé, et tellement c'est n'importe quoi ce que vous avez fait dans l'adaptation radio. Et ça par exemple c'est des choses auxquelles je n'en parle pas justement parce que j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix et je ne voyais pas ça pertinent de parler des adaptations de Tom à ce moment-là, mais sachez que ça peut exister, ça peut être un sujet. Comme plus tard, je parle de l'histoire éditoriale vraiment du livre du Hobbit. Voilà. Voilà, ça c'était le petit résumé pour commencer le grand saut. Si vous gravitez autour de l'univers de Tolkien, vous savez qu'il existe plein de théories sur Tom. Mais comme ça a été l'un des sujets les plus demandés, avec Elro, on a décidé de s'y coller. Et comment ça s'est passé? Nous faudrait une vidéo. Voilà, faut une vidéo longue sur Tom. 100%, elle fait 100K vues. C'est un défi que tu me lances là. Mais laisse-moi regrouper mes idées pour voir si ça se tente. Bombadil en vrai. Et pouf, j'ai écrit 21 pages. Enfin, théoriquement, maintenant, c'est 22 pages avec les rectifications. Mais voilà. Certains pensent que Tom est héros, Ilúvatar. D'autres qu'il s'agit de Tolkien lui-même qui s'est intégré dans son histoire. Pourquoi? Grâce à cette réponse de Bédor, quand on lui demande ce qu'est Tom, elle répond « il est ». Cette simple phrase a révélé des analyses théologiques chez certaines personnes. Mais d'autres ont une vision différente. Un Vala, comme Aule ou Manwë, ou encore l'incarnation de la nature, ou même l'incarnation de la musique de la création, c'est-à-dire l'Einulindale. Donc voilà, ça, alors je peux pas faire. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est constant. C'est-à-dire que dès que je parle de Tom, dès que je mentionne Tom, d'office, c'est ces théories-là qui ressortent. Quand vous voyez une vidéo YouTube sur Tom, il n'y a que ça qui sort. C'est terrible, mais j'ai l'impression que c'est la seule manière de voir Tom actuellement, c'est de le voir à travers les différentes théories qui existent, que je viens de vous citer. Des théories qui, voilà, chacun a le droit de faire son propre avis, et je ne dénigre pas du tout, chacun voit ce qu'il veut, mais il est clair et net, c'est que chacun se fait son petit avis, et je crois que la préférée de beaucoup de gens, c'est le fait que c'est Tolkien lui-même qui s'est inséré dans son texte. Mais le problème, c'est que, et c'est le problème que j'ai, moi, quand je vois ce genre de réflexion, c'est que je me dis toutes ces personnes ne prennent pas en considération tout ce qu'il y a autour de Tom, la création de Tom dans tous les textes de Tolkien, en fait. Il est à 80 €, il faut essayer de le trouver en occasion. En occasion, je l'ai déjà vu passer sur Vinted, le bouquin. Oui, qui gravite autour de ce personnage. Vais-je vous dire que Tom est l'incarnation d'Éru ou de Tolkien? Pas du tout. Aujourd'hui, dans les Échos d'Imladris, sautions ensemble vers la passionnante histoire des origines de Tom. Oui, il faudrait que je fasse ça, Sagittarius. Je devrais faire ça. Les premiers textes. Au commencement, il y a une poupée hollandaise.
un jouet fait de chevilles de bois articulées Elle est ayant immonde, cette appartenu poupée. à ses enfants. La biographie de Tolkien mentionne Michael, le deuxième fils de la famille, comme celui à qui appartient la poupée. Cette poupée a pour nom Tom Bombadil. Cette poupée, qui aurait bien pu finir chez un exorciste, a vécu des aventures compliquées, Elle fait trop peur, hein. notamment un épisode où elle finit dans la cuvette des toilettes à cause du fils aîné John des Tolkien. Bref, en 1920, Tolkien père commence à raconter des histoires à ses enfants. Et le héros, je vous le donne dans le mille, c'est Tom. Seulement, ces histoires-là, Un petit il chat. va pas les coucher sur papier. Néanmoins, on a 3 petits paragraphes Bonne nuit, qui ont survécu. Meggy, repose-toi Ici, bien. pas de trace de la terre du milieu. L'histoire se passe en Bretagne anglaise. Pendant le règne du roi Bonedich, sachant que le mot Bonedich veut dire noble en écossais. Désolée pour la prononciation. Bien avant le règne du roi Arthur. Tom Bombadil, et le nom est tout collé, est l'un des plus anciens habitants du royaume. 4 pieds de haut dans ses bottes, Merci, avec une longue Alexia. barbe, des yeux vifs et brillants, possédant une voix profonde et mélodieuse. Comme dans les poèmes que Tolkien écrira un peu plus tard, il porte un Voilà. haut chapeau. Tu as totalement raison, d'Alexis. Michael n'a pas de chance. Hein. Tom Bombadil a la poupée qui crée Tom Bombadil, mais il perd son petit chien, et voilà qu'il devient le héros de Rover Random. Donc c'est vrai qu'elle fait flipper. Hein. Ouais, un peu Chucky. Hein. Mais oui, Tom et Rover sont deux inspirations d'histoire de la part de Tolkien père. Et les deux appartiennent à Michael. C'est fou, hein. Et coucou Shizu-sama, comment ça va? Donc, voilà, c'est vrai que je donne l'explication après. Hop, allez petit chat, s'il te plaît. Merci. Hop. Voilà. C'est vrai que je donne l'explication, mais voilà, moi j'ai cette édition-là. Voilà, du livre de Tom Bombadil. Donc, l'édition revue et... attendez, je vais le mettre en grand. Donc, l'édition ici qui est éditée par Christine Haskell et Wayne Hammond. Et donc, en fait, à la toute fin, voilà, vous avez une partie donc, qui s'appelle Appendice. Voilà. Et là, vous avez le texte, voilà. Vous pouvez trouver, hein, c'est pas très, très grand. Puis, vous avez le Once Upon a Time et An Evening in Tavrobel. Donc, voilà. Punaise, j'avais pas remarqué cette partie. Bah, c'est Olivarius, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt de cette édition. Et la poupée qui bouche les chiottes, on va pas en parler. Mais voilà, hop, je retourne. Avec une plume, une veste bleue et des bottes jaunes. Ce Donc texte voilà. en prose, parce que oui, c'est pas un poème, c'est bien en prose, est trouvable dans l'édition revue des aventures de Tom Bombadil, sortie en Donc voilà. 2014, éditée Olivarius, tu vas par pouvoir la le couple lire. Hammond et Skull. Donc là, on est dans les années 20. Tolkien père est encore loin de l'écriture du Seigneur des Anneaux, et pourtant Tom existe déjà sur le papier, quelque part dans un bureau qui sent le vieux tabac. Puis voilà qu'en 1934, un poème appelé Les Aventures de Tom Bombadil est publié dans le Oxford Magazine du 15 février 1934. Cette version diffère quelque peu de la version... Bonsoir Mathieu. Je vais regarder la vidéo de 41 minutes tout à l'heure. Est-ce que le livre Les Aventures de Tom Bombadil vaut la peine pour en savoir plus? Non. 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 Parce que dans le livre Les Aventures de Tom Bombadil, tu n'as que 2 poèmes qui traitent de Tom, hein, les 2 premiers. Donc le reste, c'est de la récupération de poèmes de la part de Tolkien, c'est-à-dire que c'était quasiment que des poèmes qu'il avait déjà écrits et qu'il a mis dans le recueil. Et il a dit c'est des livres de tradition hobbit, mais en soi, il n'avait pas été du tout écrit à l'origine pour rentrer en Terre du Milieu. Donc non, il y a un 3e poème qui mentionne un certain Tom, mais impossible de savoir si c'est lié à Tom Bombadil ou pas. Mais voilà, Mathieu, moi je te dirais de ne pas... si tu veux en savoir plus sur Tom, il n'y a rien à l'heure actuelle de plus que ce que je te donne là et ce que tu vois dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, si tu lis Le Seigneur des Anneaux, les 2 chapitres qui traitent de Tom,
C'est les seules informations que tu auras. Tu auras des infos dans le conseil d'Elrond un petit peu, mais c'est tout, quoi. Vraiment, il n'y a rien sur lui. Non. Les seules informations que tu peux avoir, elles sont, comme on dit, extra-diégétiques. Hein. C'est vraiment dans le contexte d'écriture, les différents textes, dans leur manière d'être pensés, mais d'informations sur Tom en tant que tel, non. Voilà. Que l'on trouve dans le livre Les Aventures de Tom Bombadil. Le livre, lui, est sorti. Comment ça? Non, t'es pas censé faire acheter des livres aux gens? Les Aventures de Tom Bombadil, non. Par contre, faire acheter le Seigneur des Anneaux, oui. En 1962. Il existe donc 2 versions du poème Les Aventures de Tom Bombadil. Celui du 15 février 1934 du Oxford Magazine et Les Aventures de Tom Bombadil du livre Les Aventures de Tom Bombadil, publié en 1962. Si vous voulez découvrir la première version du texte, comme publié en 1934, vous pouvez la trouver dans le Reader's Companion ou dans les Collected Poems de Tolkien. Ce premier poème, voilà. Si vous voulez, il y a encore d'autres brouillons que vous pouvez trouver donc, dans des livres édités. Hein. Encore une fois, bah, voilà, mon but n'était pas ici d'essayer de trop vous saouler avec les ressemblances et différences, etc. C'est pour ça que je le fais que le mentionner. Mais il y a encore blindé de choses à dire, évidemment, sur tous les poèmes. Hein. Tolkien l'a écrit dans l'année 1931. Non. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà qu'en 1937, Tom réapparaît dans les textes épistolaires de Tolkien. Et l'anecdote va vous paraître dingue. 1937, c'est une année super importante pour Tolkien parce que c'est la date de publication du Hobbit. Il faut savoir que l'éditeur de Tolkien lui-même lui demande une suite aux aventures Mathieu. du Hobbit Merci et beaucoup. de Bilbo. Et nous possédons la En réponse soi, c'est intéressant de Tolkien comme dans texte la lettre quand même, datée mais du 16 décembre ça ne t'apprend rien. 1937, adressée à Stanley Unwin, son éditeur. Je pense qu'il est clair que sans même parler de cela, une suite à Bilbo le Hobbit ou un successeur est requise. Je promets d'y réfléchir avec attention, mais je suis sûre que vous comprendrez si je vous dis que la construction d'une mythologie élaborée et cohérente et de 2 langues occupe l'esprit et que je porte les Silmarils dans mon cœur. Pensez-vous que Tom Bombadil, l'esprit de la campagne en voie de disparition d'Oxford et du Berkshire, puisse être érigé en héros d'une histoire? Ou bien est-il, comme je le soupçonne, totalement enchâssé dans les poèmes ci-joints? Néanmoins, je pourrais étoffer son portrait. Et vous... J'en pense quoi du livre Les étymologies? J'essaye de mettre pause à des moments un petit peu plus jolis pour moi. Hein. J'en pense quoi des étymologies? Que c'est un chapitre de La Route perdue qui traite... c'est un dictionnaire elfique, hein, l'un des seuls dictionnaires elfiques de Tolkien. Donc si tu aimes bien l'elfique, pourquoi pas? Si tu as envie de voir toutes les racines des mots elfiques, oui. Mais que en soi... voilà, ça dépend un peu de toi. Merci Chevalier au Lion pour ton abonnement de niveau 3. Merci beaucoup. Depuis 6 mois. Et t'as pris 6 mois en avance. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup pour le soutien. Oui, attention aux arrêts sur image. Tu n'es pas à l'abri d'un nouveau gif à ton effigie. Écoute, Elrond m'a encore envoyé une image tout à l'heure parce que j'ai... Attendez. En gros, j'ai fait une vidéo courte que j'ai publiée aujourd'hui et Elrond a fait un arrêt sur image apparemment. Il me l'a envoyé en mettant une phrase au-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette alerte? Je l'avais jamais entendu. C'est le corps des Haradrim exactement pour les niveaux 3. Comme ça, je sais quand quelqu'un prend un abonnement de niveau 3. Et merci à Yoros pour le follow, bienvenue. Et Moriarty, bonsoir à toi. Quelle édition du Silmarillion me conseillez-vous? Alors, d'office, la nouvelle traduction. Donc, la traduction de Daniel Lezon, obligatoirement pour le Silmarillion. Tu n'as pas le choix, entre guillemets. Imagine avec moi, avec des tout petits couteaux en plastique, là, en mode nouvelle trad. Voilà. Nouvelle traduction d'office. Il existe que 4 livres, un relié, un brochet et 2 pockets. Donc voilà, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux une édition illustrée, grand format ou petit format? Ça dépend de toi. Je peux les montrer si tu veux. Voilà, je peux les montrer si tu as besoin, puisque je les ai toutes. J'avais lu Oignon. Comment ça?
Tu fatigues, oui. Et bonsoir Nox, bienvenue. Ah, Chevalier Errant, merci beaucoup pour ton Prime. Bonsoir, bravo pour la nouvelle vidéo, l'une de mes préf. Merci beaucoup, Chevalier Errant. C'est super gentil. Tu veux bien? Ok, attends. Hop, Silmarion. Hop, ici. Tu as les 2 éditions de poche. Voilà, c'est celle-ci. Je te laisserai faire un arrêt sur image, prendre une capture d'écran avec la rediffusion si tu as besoin. Mais donc voilà, ça c'est les 2 versions de poche. Ensuite, attends, je vais aller, hop, la version brochée, c'est celle-ci. La voilà, avec Thor qui suit les signes vers Vignamar. Voilà, c'est édition donc qui est illustrée, comme tu peux le voir. Voilà. Moi, c'est mon édition de recherche, donc c'est normal qu'elle soit annotée comme ça. Et la dernière édition, c'est celle-ci. C'est le Silmarillion. Là, c'est pas broché, mais relié. Tu entends, c'est du bon carton. Et elle est illustrée. Si j'arrive à montrer une illustration. Voilà, elle est illustrée par Ted Naspis, comme l'autre. Voilà, c'est 2 versions illustrées. Ça, ce sont les 4 livres qui existent du Silmarillion. Nouvelle traduction. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Et coucou Ayoros. Et donc pour Nox, on parle beaucoup de la Terre du Milieu. Hein. Et bonsoir Pride. Trop belles les poches. Oui, franchement, ils ont fait un beau boulot, mais les couvertures, celles avec du doré, sont un peu fragiles. Merci, la reliée va me rejoindre. Eh ben, si la reliée te rejoint, sache que Christian Bourgois a fait d'autres reliés comme ça en Tolkien. Tu as le Silmarillion, le Hobbit, Contes et légendes inachevées, les 3 grands contes. Donc Beren et Luthien, les enfants de Húrin et la chute de Gondolin. Et là, ils sont en train de sortir le Seigneur des Anneaux en 3 volumes. Tu as la Fraternité de l'Anneau qui est sortie, les 2 tours maintenant. Et le Retour du Roi sort ici en novembre. Voilà, donc si ça t'intéresse, si tu veux commencer une collection de livres Tolkien en relié, voilà, tu en as quelques-uns pour que la collection soit complète. Attrapez-les tous. Hein. Voilà, mon Dieu, je fais vraiment... Franchement, je devrais avoir des actions hein, chez eux. Hein. Voilà. J'adore tous les post-it, mais oui. Bonsoir, t'as retrouvé les maps perdues? Non, c'est Boulba. J'étais tellement fatiguée que j'ai pas cherché. Mais ça me perturbe, hein, tu sais, j'ai encore pensé tout à l'heure. Mais je chercherai. Bon, on va continuer, voilà. Peut-être un jour, hein. T'as trop de sauts et de temps libre, venez chez vous. Ce qu'a fait Unwin du poème mentionné, il l'a donné à son fils. Bonne soirée, Arwen. Comme il l'avait fait pour l'histoire de Bilbo. Son fils dira que même si ça donnerait une bonne histoire, il aurait mieux valu une histoire sur Bandobrastouk. Vous savez... Alors... Où était le Gondor lorsque le Westfold est tombé? Au Gondor, en train de protéger ses frontières contre le Mordor, tout simplement. Voilà. Et surtout, en fait, quand le Westfold est tombé, ils n'avaient pas du tout appelé à l'aide au Gondor. Donc, compliqué du Gondor de venir aider alors qu'on leur demande pas d'aide. Et qu'en plus, le Gondor est occupé à subir des assauts. Donc voilà. C'est le Hobbit qui, pendant la bataille des Champs Verts, va réussir à faire rouler la tête du chef gobelin, ce qui va créer le golfe chez les Hobbits. Ce héros, Bandobrastouk, il est mentionné dans le... Alors, pour l'anecdote, si vous allez dans History of the Hobbit, j'en ai peut-être déjà parlé, mais Bandobrastouk décapite le chef gobelin qui s'appelle Golfimbul. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle le golfe. Mais... Sachez qu'à l'origine, il devait s'appeler Fingolfin. Je suis désolée, Fingolfin. Et voilà. Voilà. Tous ceux qui voient le super combat de Fingolfin contre Morgoth, là. On me dit qu'il s'appelle Fingolfin à l'origine. Oh mon Dieu. Voilà, je viens de comprendre. Mais oui, hein. Coucou
Gandalf, ça va. Alors, t'as bien kiffé Hades 2? Oui, je kiffe Hades 2. J'ai terminé Hades 2. Enfin, j'ai vu le générique, quoi, tranquillement, donc voilà. Fameux passage où Gandalf explique à Bilbo comment le golf a été inventé. Oui, c'est ça. Donc, en gros... Attendez, ça, c'est dans... Attendez, parce que je sais pas pourquoi j'ai ma chaise du bureau qui a décidé de prendre ma petite lampe. Donc quand je la bouge, j'ai ma petite lampe qui bouge avec. Hop là. Attendez. Hop. Attendez. Voilà, je vais avoir plus simple de vous montrer ça. Donc, quand Tolkien commence à imaginer justement cette histoire de golf, voilà, je vous montre, parce que ce sera plus simple. Vous avez ici Fingolfin the Elven King, donc le haut roi des Noldor, mais regardez ce qu'il y a en dessous. Vous avez aussi Fingolfin the Goblin King, et puis son nom changé pour Golfimbul. Donc voilà, je ne vous mens pas quand je vous dis que Fingolfin était le nom d'origine de Golfimbul, qui est le nom du roi nain, enfin du roi orc, là, le roi gobelin qui se fait décapiter et qui invente le golf. Voilà. J'ai terminé à Et coucou Donner Camion et Kazadou, merci beaucoup pour votre soutien. Bonsoir. Merci pour tes 10 mois, Donner Camion. Et merci pour tes 5 mois, Kazadou. Merci. Abonnez-vous. Voilà, c'est... Donc voilà, Shizukia, tu vas pouvoir le dire après ça. Je crois que c'est son personnage préféré, Fingolfin. Voilà, si tu veux te la péter... tu pourras lui dire qu'en fait Fingolfin dans les versions du Hobbit possède ce roi gobelin avait pendant Fingolfin. Voilà. J'ai presque envie de prendre un prime juste pour l'alerte, elle est trop cool, hein. Abonnez-vous. Et je me ferai la rediffusion ce week-end. Avec plaisir, Moriarty. Bon, on va continuer. Donc c'était la petite anecdote, hein, par rapport à Band Brass, hein, puisque voilà, c'est vrai que c'est pour ceux qui aiment autant Fingolfin, parce que Fingolfin c'est vraiment un elfe, pour ceux qui ont lu le Silmarillion, c'est vraiment un elfe qui est adoré, et moi ça me fait toujours sourire. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas la plus fan de Fingolfin, je sais pas, mais Fingolfin n'est pas dans mon top elfe. Peut-être pour cette raison, hein, qui sait. On est qu'à 10 minutes. Premier chapitre du Hobbit. Stanley Unwin, donc le père de Rainer, va donner cette explication à Tolkien dans une lettre du 20 décembre 1916. Mais entre-temps, Tolkien avait déjà envoyé une autre lettre à Tolkien. Monsieur Firth de chez Unwin, Imaginez. en lui indiquant qu'il était en train de commencer une nouvelle histoire traitant des Hobbits. Imaginez, on aurait pu, donc vraiment, imaginez si Tolkien s'était entêté de faire une histoire sur Tom Bombadil, que la suite du Hobbit c'était Tom Bombadil, ça aurait été mais complètement fou. Ça aurait été complètement fou, mais finalement il est revenu à la raison et a fait... voilà. La lumière est cool, en vrai c'est de la lumière naturelle. Là oui, j'ai vraiment tourné en journée. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude, mais oui. Mais qu'il n'avait pas oublié les J'ai une fenêtre lors juste du à début côté. de l'écriture du Seigneur des Anneaux, Tolkien ne l'a pas oublié, effectivement. Il n'a pas oublié Tom. Finalement, Bédor, le vieil homme saule, les hauts des Galgal, ou les coteaux de tertre, les champs, la rivière, tout ce que l'on retrouve dans le poème se retrouve comme un écho dans le Seigneur des Anneaux. Tolkien expliquait qu'il voulait une aventure pour ses hobbits dans la lettre qu'il a écrite à Peter Hastings, datée de septembre 1954. Effectivement, le passage dans la vieille forêt pour nos 4 Le jeu hobbits vidéo, il est dans trop le Seigneur cool. des Anneaux est une vraie aventure pour ça, eux, c'est alors qu'ils viennent juste de quitter incroyable le comté. comme image. Les aventures de Tom Bombadil, bien que totalement indépendant dans son premier concept, est devenu une inspiration plus que présente dans le Seigneur des Anneaux. Tom, dans le Seigneur des Anneaux, c'est parti. Nous y sommes. T'en fais pas, Donner Camion. Là, j'ai vraiment juste fait l'histoire de Tom dans le Seigneur des Anneaux. Là, l'histoire un petit peu d'écriture. Mais Tom je suis apparaît pas dans le encore Seigneur dans des Anneaux, l'analyse. qui sort lui-même Normalement, en ça va aller. 1954.
Ici, Tom est décrit avec plus de détails, et surtout, il fait sensation face à l'anneau de Sauron. « Montre-moi le précieux anneau !» dit-il soudain au beau milieu de l'histoire. Et à son grand étonnement, Frodo se vit sortir la chaîne de sa poche, détacher l'anneau et le remettre aussitôt Non, à mais Tom. tu me stresses Il pas sembla du tout. grossir, tandis que celui-ci le y gardait a pas de un problème. instant dans sa large paume brune. C'est surtout Puis pour Tom toi si tu veux le porta t'installer. à son œil et rit. Mm. Le temps d'une seconde, les hobbits eurent une vision à la fois comique et affolante, celle d'un œil bleu jetant de brillants reflets au milieu d'un cercle d'or. Puis Tom passa l'anneau au bout de son petit doigt et le tint dans la lumière des bougies. Pendant un moment, les hobbits ne remarquèrent rien d'étrange, puis ils étouffèrent un cri. Tom n'avait aucunement disparu. Tom rit de nouveau, puis il fit virevolter l'anneau dans l'air, et l'anneau disparut. Frodo poussa un cri, mais Tom se pencha en avant et lui remit l'anneau avec un sourire. Tom est donc le seul personnage de tous les personnages du Seigneur des Anneaux à n'être aucunement affecté par l'unique. Et surtout, il ne le désire pas. Comme vous le savez, puisque c'est l'un des grands mystères de la Terre du Milieu, sa nature précise n'est pas donnée dans l'œuvre. Cependant, nous avons des pistes de réflexion ça et là données par Tolkien. Quand Frodo va demander à Bédor Ça, qui c'est est Tom les Bombadil, mystères de Tolkien, elle va hein. lui répondre que Tom est le maître du bois, de l'eau et de la colline. Il est le maître avec une majuscule. À travers ce récit, il reste une énigme, mais une énigme intentionnelle. Tolkien écrit dans une lettre datée de 54. De nombreux lecteurs ont par exemple Tomette plutôt Bombadil, buté je sur les rêve de conseils trouver des d'Elrond. chaussures Et même dans un âge jaunes mythique, il doit avoir des pour énigmes, faire ça. comme il y en a toujours. Tom Des bottes Bombadil jaunes. en est une intentionnelle. Malgré cela, les lecteurs de tout horizon et de toute connaissance ont refusé d'accepter cette énigme, ce mystère intentionnel. C'est pour cela que vous trouverez pléthore de textes et autres vidéos qui vous parlent en long et en large de Belle l'origine soirée, et la signification de Zoukuri. Tom. Mais c'est Repose-toi bien principalement sa et place Bolurk. dans la cosmologie du Seigneur des Anneaux et du Et Silmarillion coucou qui est Pamkoy. débattue. En cherchant dans les autres écrits de Tolkien, Tom revient quelquefois. Dans une lettre que j'ai citée plus tôt, Tom est décrit comme l'esprit de la campagne en voie de disparition d'Oxford et du Berkshire. Et coucou Richie, j'ai vu la vidéo hier, excellent travail, j'ai adoré, je vais pas rester mais je tenais à passer bonjour. Juste une question par rapport à quand peut-on supposer que Bombadil est arrivé sur Arda avant les Valar? Oui, tu peux totalement supposer, hein. Totalement. Dès qu'Arda est créé, Tom est supposément dessus, hein. Je pense que j'ai demandé au même artisan de cuir de Monsieur Moineau de me faire des bottes jaunes. Dans Oh, une mais autre incroyable ça, lettre par de contre. septembre 1954, Ça, il c'est dit très pour fou. ce qui est de Tom Bombadil, je Mm. pense vraiment que vous êtes beaucoup trop sérieux et qu'en plus vous êtes à côté. Nous n'avons pas besoin d'aller dans le sublime de je suis celui qui suis, ce qui est très différent de il est. Bédor ajoute comme une concession une formule exposant une partie du qu'est-ce que il est poème des maître d'une elfes. manière particulière. Il n'éprouve nulle peur, ni le désir de posséder ou dominer. Il connaît et comprend Moi, j'ai les des choses Doc qui lui Martens importent dans jaunes son petit pour faire royaume Tom. de nature. Il porte même rarement des jugements, et pour autant qu'on puisse le voir, il ne fait même aucun effort pour amender ou chasser Vous êtes le trop sot. sérieux. Je ne Exactement. pense pas qu'il soit besoin de philosopher sur Tom, ni que cela lui fasse du bien. Mais beaucoup l'ont perçu comme un élément bizarre, discordant. Du point de vue de sa jeunesse, je l'ai mis là parce que je l'avais déjà inventé de manière autonome. Il est apparu dans le Oxford Magazine en 1934, pour rappel. Et je souhaitais placer une aventure sur la route. Je l'y ai laissé tel quel parce qu'il représente des choses qui, sinon, seraient absentes. Je n'ai pas conçu Voilà. comme une allégorie, sans quoi je ne lui aurais pas Là- donné un Là, mais je l'y ai laissé tel quel parce qu'il représente des choses qui sinon seraient absentes. Et c'est tellement... nom si particulier, personnel et ridicule, mais l'allégorie ou Oui, un archétype, totalement. une incarnation particulière de la pure et véritable science naturelle. L'esprit qui aspire la connaissance des autres choses de l'histoire et de leur essence, parce qu'elles sont autres Vous êtes et trop totalement sérieux. indépendantes de la pensée qui les examine. Un esprit coexistant avec la pensée rationnelle qui ne se préoccupe absolument pas de faire quelque chose de cette connaissance. Une incarnation de la zoologie et de la botanique, pas de l'élevage ni de l'agriculture. Tom Bombadil révèle un autre fait à travers son attitude à l'égard de l'anneau qu'il ne parvient pas à l'affecter. Les aventures de Tom Bombadil et autres poèmes du livre rouge plus Once Upon a Time. En
1961, cette vision, elle est commencé parfaite. à réviser les poèmes des aventures de Tom Bombadil en vue de la publication du recueil éponyme. Ainsi, Tom vit dans la vallée de l'Ossorondule, Withywindle en anglais, qui est désormais un lieu précis qui apparaît dans la Terre du Milieu et donc le Seigneur des Anneaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de la publication des aventures de Tom Bombadil, ça mériterait une vidéo rien que sur le sujet et si cela peut Et vous savez que les intéresser, histoires n'hésitez pas à le dire éditoriales, en il y a moyen d'y aller, Bref, même sur les ce qui va chapitres du pas mal Silmarillion. changer, hein. c'est que Tolkien va donner au poème choisi pour l'ouvrage une sorte de background. Il dira qu'il s'agit de différentes versions Hobbit de légendes. Je le dis tout le temps, ça. Parce que oui, ces poèmes sont quasiment tous de la récupération. Des poèmes déjà écrits hors Terre du Milieu, certains dans les années 20, voire 30, auxquels le professeur va donner maintenant un nouveau label, le label Hobbit. Si vous n'avez jamais ouvert le recueil des aventures de Tom Bombadil, sachez qu'il n'y a que 2 poèmes qui traitent de Tom. Mais saviez-vous qu'il existe un 3e poème qui parle de Tom? Celui-ci n'apparaît pas dans les aventures de Tom Bombadil de 62. Il a été publié dans un livre appelé Winter's Tale for Children, sorti en 1965. Ce poème, il s'intitule Once Upon a Time, il était une fois. Ce poème a une histoire fascinante, notamment avec une faute de frappe qui va mettre en déroute les spécialistes qui vont analyser l'œuvre pendant des années. C'est un truc de fou, cette anecdote-là par rapport à Once Upon a Time. C'est-à-dire que une seule faute de frappe a fait que plein de personnes dans leur analyse ont analysé certaines choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails ici parce que j'ai vraiment envie un jour de vous expliquer ça concrètement. Mais vous pouvez voir des analyses qui datent d'il y a 20 ans qui analysent Once Upon a Time et qui citent l'écriture erronée. Et c'est incroyable de voir à quel point cette erreur a continué pendant des années, quoi. Ben, en tout cas, dans les analyses Kementari, ça a eu des conséquences gigantesques dans les analyses. Et c'est ça qui est fou. Parce que c'était vraiment... c'était collé, quoi. Et c'est fou. Faute de frappe, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire pendant 20 ans? Réponse, vous êtes trop sérieux. Voilà. Facile Calon, meilleur poème des aventures de Tom. Sache que c'est vraiment... Facito Calon, je sais que c'est un poème que Elro aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire sur les créatures aquatiques à l'époque parce que justement, je sais que Facito Calon, c'est un poème qu'Elro aime beaucoup, donc voilà, je trouve ça cool. Totalement. Bref, ce texte ne nous en apprend pas spécialement plus sur Tom, mais il semble quand même souvent délaissé et n'est que rarement mentionné, alors qu'il fait écho, pour certains, à un autre poème de Tolkien ne mentionnant pas Tom. Ce poème s'appelle An Evening in Tavrobel. Sans rentrer dans les détails, on pourrait dire encore une fois que Tolkien nous montre sa propension à recycler et revoir du matériel plus ancien, comme il le fait avec beaucoup de poèmes dans les aventures de Tom Bombadil, ou même avec la figure de Tom elle-même. Mais alors, merci, on Alexiel. va continuer ici avec le Kalevala, vers où se tourner. Je pourrais vous trouver plein de bonnes raisons de m'arrêter ici, et de ne plus écrire sur Tom Bombadil, et ne plus vous parler, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui n'a pas déjà été relevé 100 fois, 1000 fois avant? Et puis, n'est-il pas toujours lassant de revenir sur ce mystère, cette énigme intentionnelle qu'incarne Tom? Et Tom, n'est-il pas finalement cet électron libre du légendaire, voire parfois Elle veut plus nous parler. Mais si, plus de 70 ans après sa parution dans les chapitres 6 et 7 du Coucou, Seigneur Zeno, des Anneaux, ça va, comment Bombadil ça va? résiste encore et toujours à une je veux dire quelconque Zeno. forme d'intégration de sa personne dans le légendaire. Pourtant, si vous me connaissez, vous savez que j'aime traiter des inspirations de Tolkien, pour ses lieux, pour ses textes, pour ses personnages. En témoigne la vidéo sur Beowulf et Boromir. Car au-delà de la création que Tolkien est capable de faire, Tolkien, c'est une éponge. Et il s'est inspiré d'un tas de choses. Des langues, des poèmes, des textes, des mythologies, des légendes, des héros, des c'est la vidéo tragédies. sur Tom. En cherchant, Elle est sortie Tom hier. n'y échappe pas. Vous ne l'aviez peut-être pas vu venir, mais il existe une inspiration pour Tom Bombadil. Bienvenue dans le monde merveilleux de la Finlande, son inimitable Kalevala, les origines de Tom Bombadil. Là, je suis obligée de faire... mais c'est le début. Là, si tu veux, Zeno-sama, on est à 18 minutes de vidéo.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est l'histoire de Tom dans Le Seigneur des Anneaux, ce qu'on sait sur lui en Terre du Milieu. L'histoire de son écriture, donc quand il apparaît pour la première fois dans les textes de Tolkien. Oh, Brew Brace, merci beaucoup pour le 9e mois. Abonnez-vous. Merci pour ton Prime. Merci déjà 9 mois, c'est fou. Hein. Tu réduis les recherches de l'Unroad à la Finlande pour faciliter... Je limite mes recherches juste au Kalevala. C'est-à-dire que c'est l'épopée nationale de la Finlande. Et ça s'arrête là. Je vais pas commencer à rentrer dans les zones giga géographiques et tout ce qu'on peut, parce que c'est un petit peu plus large. Mais je rentre pas non plus dans toute l'histoire d'écriture du Kalevala. Parce que là... là aussi, on en a... J'en ai pour longtemps. J'ai essayé de regarder un petit peu et quand j'ai vu, je me suis dit laisse tomber. C'est pas le sujet en soi. 9 mois et seulement un nom depuis 10 jours, c'est dingue ça. Vidéo d'1 heure, ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, Olivarius était obligé de faire des choix. Tu vois, c'est comme je parle de An Evening in Tavrobel. Eh ben, ce poème mériterait un écho rien qu'à lui. Or, je le mentionne juste et je peux pas aller plus loin parce que, bah alors je m'éloigne du sujet de Tom, je le mentionne, j'explique vite fait, mais je peux pas aller plus loin. C'est comme l'histoire éditoriale des aventures de Tom Bombadil, ça aurait pu être ajouté et je peux pas en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai essayé de faire pour un mieux. On essaye toujours de faire pour un mieux, mais les choix éditoriaux sont là. Donc le but, c'était d'essayer de vulgariser le Kalevala pour que vous ayez une vision d'ensemble du texte, même si c'est extrêmement compliqué. Et je crois que vous le voyez dans les extraits qui sont lus après, que c'est une œuvre très compliquée à lire. Non, je ne parle pas du lac du Kalevala, mais bel et bien d'un texte d'une importance capitale pour la culture et l'identité nationale de la Finlande. Mais alors, c'est quoi le Kalevala ? Le Kalevala, c'est l'épopée nationale de la Finlande. Une œuvre immense, poétique, alors non, Cédric, tout ce qui est David D, c'est pas une bonne idée, il faut pas acheter du David D. D'ailleurs, on a une émote ici, hein, le DD en rouge, parce que David D, c'est pas bon. Faut pas prendre du David D. C'est pas bon. Non, mais je comprends. En fait, j'aurais voulu pouvoir aller plus en détail, mais alors la vidéo, elle fait pas 41 minutes, elle fait 3 heures, quoi. Voilà. C'est le problème. C'est, comme je dis, c'est des choix éditoriaux de ma part, encore une fois. Entente. Et pourtant, elle ne vient pas d'un vieux manuscrit poussiéreux, elle vient du peuple. Ce sont des chansons, des récits, des fragments d'anciens mythes que les Finlandais se transmettaient à l'oral de génération en génération. Et un jour, au 19e siècle, un homme va décider de tout rassembler. Cet homme, c'est Elias Lönnrot, un médecin finlandais un peu farfelu, un peu poète et surtout totalement passionné. Il parcourt les forêts enneigées, les villages reculés de Carélie pour écouter les anciens, pour noter les chants et pour tout compiler. En 1835, il publie une première version du Kalevala, longue de 16 000 vers. Puis en 1849, une version encore plus dense, avec 50 chants de plus et plus Gagos, de 23 000 merci beaucoup vers. pour le follow. Le nouveau Kalevala. Bienvenue en Terre du Mais Milieu. attention, ce n'est pas juste une compilation. Lönnrot restructure, réécrit, relie les morceaux entre eux pour créer un récit cohérent, un peu comme Christopher Tolkien et le Silmarillion. Il va ainsi créer un mythe fondateur, un acte fondateur, aussi pour la culture et l'identité finlandaise. À l'époque, je vais juste faire une petite aparté. Il y a quelques jours, Olivarius, sur mon Discord, a partagé une vidéo de quelqu'un qui expliquait qui parlait de la mythologie dans Le Seigneur des Anneaux et en disant que Tolkien s'est inspiré de beaucoup de mythologie. Le drapeau finlandais n'apparaît pas. Je crois... Je suis désolée, mais pour moi, c'est la plus grande... Ne pas mettre le drapeau finlandais, c'est une énigme pour moi. C'est vraiment une énigme.
Ah bon. Les peuples d'Europe Je dirais juste cherchent à ça. redéfinir leurs racines. Et le Kalevala devient rapidement le cœur battant du romantisme. Je sais pas si elle a confondu la commence Norvège par avec la rien Finlande. de moins que la création du monde. Puis, Faut on le lit faire. les aventures de Wainamoinen, que je vais souvent appeler Vaino ici, le vieux barde Bah oui, magicien, Pépé. fils de la déesse Ilmatar, capable d'ensorceler les éléments eux-mêmes par la seule force de son chant. À ses côtés, il rencontre Ilmarinen, un forgeron mythique qui crée des artefacts fabuleux, notamment le Sampo, une mystérieuse machine de prospérité. On croise aussi Lemminkainen, un jeune héros impulsif, souvent en difficulté, et Kullervo, une figure tragique au destin brisé que ceux qui me suivent connaissent assez bien, puisque Tolkien a déjà fait une réécriture de l'histoire de Kullervo. Bref, Ouais, à la fin, Je vous saoule bien souvent avec Kullervo, l'inspiration majeure pour Thorin, donc l'histoire des enfants de Húrin. Donc voilà, c'est le Kalevala, comme le dit aussi très bien Fangorn, le Quenya est inspiré du finnois. C'est totalement logique que le Kalevala ait une place aussi importante. Voilà. Il a pas de peau. Est-ce que vous mettez un autre auteur au niveau de Tolkien? Alors, j'ai pas la connaissance de tous les auteurs de l'univers, Nox, mais pour moi, non. Non. Désolée, pour moi, ça restera le Cultervo. Exactement. un chant étonnamment chrétien introduit Marjata, une figure qui évoque la Le Vierge Cultervo. Marie, annonçant un monde nouveau. C'était cool. Vaino, alors, quitte les lieux, laissant derrière lui le kantele, son instrument magique et ses chants. Le Kalevala, c'est donc un mélange de traditions païennes, de réinterprétations romantiques et de souffles mythiques. Un monde ancien enchanté où le verbe est créateur. Et ça, forcément, ça a parlé à Tolkien tout de suite. Non seulement l'idée du chant qui façonne Vaino le monde, Moino. comme chez les Aïnous, mais aussi dans ses personnages magiciens, Je sais plus, forgerons, Alexiel, héros je ne sais condamnés, plus. et une atmosphère de Je crois fin que t'es du monde, morte. de transmission De vieillesse. et de départ. Une graine finlandaise semée dans le comté. Et en se promenant dans la vieille forêt de Tom, on finit naturellement par trouver un chemin qui nous mène vers Vainomoinen, que je vais gentiment donc appeler Vaino maintenant. Ouais, et c'est les caractéristiques partagées par ces deux personnages sont frappantes, comme on va le découvrir ici. Cette idée que Vaino ait inspiré le personnage de Tom nous vient d'un certain David Detman et date de 1979. Néanmoins, il ne faut pas voir Tom comme une réécriture de Vaino. Comme Tolkien le fait très souvent, il s'inspire et réécrit à sa manière les éléments nécessaires pour la reconnaissance sans qu'il ne soit une copie simple. On continue Tom Bombadil ici avec le lien Tom Vaino dans le Kalevala et on commence par premier lien, l'ancienneté. Pendant le conseil d'Elrond, Là, Glorfindel qualifie. On arrive vraiment sur l'analyse et la comparaison donc pure et dure de Tom avec Vaino. Donc là, à part, voilà, en soi, je n'ai pas grand-chose à commenter. Ce n'est que, bon, voilà, à certains moments, j'aurais peut-être plus pu donner les extraits. Mais bon, j'ai fait des choix, encore une fois. Tom de premier. Elrond se rappelle d'avoir connu Tom dans un temps lointain, ajoutant que Tom était le plus vieux et qu'il se nommait Iarwain, le plus ancien. Tolkien, dans la lettre 153, écrira que Bombadil était un être premier originel. Il écrit en anglais primeval. Là, on est Cela vraiment... situerait Tom Voilà, pause. au commencement des temps d'Arda. Dans le C'est vraiment hyper important parce que ce qualificatif de primordial revient avec certains personnages. Seigneur des Anneaux, Tom est dit être Et ça, le c'est maître fou. de la colline parce qu'il avait connu l'époque des premières collines. Mais vous savez, ce qui est le plus troublant, c'est ce qualificatif primordial. Donc Primeval il en revient anglais. vraiment Car à oui, chaque Tom fois, quoi. est la seule créature du côté du bien, si on peut dire, à être qualifiée de primordial. Je dis, si, voilà, qualifié du côté du bien. Alors, c'est un peu comme, je vois vraiment Shelob, donc, enfin, pas Shelob, Ungoliant et Tom comme étant sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, ce sont des esprits indépendants qu'on est venu chercher et qui ont rejoint un côté ou l'autre, d'une certaine façon. Tom est indépendant, pourtant, voilà, ses actions vont le mener du côté du bien. Ungoliant était dans son coin, Melkor la sort et elle vient du côté du mal. Donc en fait,
c'est là la plus grosse, on va dire, personnage qui ressemblerait à Tom, c'est Ungoliant. D'un point de vue à ce niveau-là, quoi. Cordial. Il se retrouve seul face à Morgoth, la première puissance sombre du premier âge. Les Balrogs, primordial encore à chaque fois. Premier du feu qui sème la destruction. Il se retrouve face à Ungoliant, l'esprit de la nuit primordial, dévoreuse de lumière. Comparé à eux, Tom, lui, n'a pas changé. Il est resté fidèle à son aiguille. On peut parler des de la aigles trame aussi. Du monde, Melkor. Les aigles, c'est vraiment très compliqué chez Tolkien. Et c'est ça, Ron. Je n'imagine pas à quel point c'est giga trap les aigles chez Tolkien. Parce que Alexia, elle doit s'en rappeler, il y a quelques mois, Elro et elle me disent oui, fais un petit sujet léger, oh pourquoi pas les aigles. Après, Ungoliant peut-elle être du côté du bien vu que sans lumière, elle meurt? Elle ne meurt pas sans lumière. Elle vivait très bien en Avatar en ayant bouffé toute la lumière et elle était très bien tranquille là où elle était. C'est jusqu'au bout d'un moment, elle a tellement mangé à cause de la lumière que, enfin, elle a tellement mangé de lumière à cause des arbres et des cuves, etc., que elle a trop faim en fait. Mais quand elle est en Avatar, elle a déjà bouffé toute la lumière autour d'elle et elle croupit là. Donc nope, no Cody. Pour moi, si Morgoth ne va pas la déranger, elle est très bien tranquille et elle n'a pas besoin de lumière pour sa survie en soi. C'est juste qu'à un moment, elle a tellement mangé qu'en fait, elle a trop faim, quoi. Et donc... Mais ça, c'est dans la version où on te dit qu'elle se dévore elle-même. Parce que si tu prends la version finalement... Une des versions qui existent où c'est Eärendil qui la tue, ben là, c'est carrément Eärendil, le Silmaril, entre guillemets, qui va la tuer. Donc là, on est carrément sur une autre version de... elle n'a pas besoin du tout de lumière pour... En fait, ce n'est pas une condition pour la survie d'Ungoliant d'avoir de la lumière, étant donné que dans une des versions, elle est tuée par Eärendil. Non. La lumière ne joue pas un rôle dans sa survie. Le trou de lava... Oh. How about... Nope. Exactement, ça a vraiment fait ça. Du coup, ça fait... Attends, mais réellement, je dois avoir une dizaine de pages écrites sur les aigles. Et j'ai à peine effleuré. Mais quand je te dis à peine effleuré, c'est terrible. D'accord, désolé, j'ai mal interprété. Mais ne t'excuse pas du tout, Cody. Il n'y a aucun problème. Et c'est avec plaisir. Si tu veux, j'ai une vidéo longue sur Ungoliant sur la chaîne des Échos d'Imladris. Si tu veux tout savoir sur elle, tu sauras tout. Mais pour les aigles, c'est une catastrophe, Olivarius. C'est vraiment... Il y a tellement de rêves, ça part dans tous les sens. Déjà rien que son aigle... Attendez, juste pour vous montrer. Hein. Juste pour vous montrer ça. Parce que ça, c'est un truc assez fou. Attendez, il faut que je retrouve le bouquin. Où est-il? Déjà, attendez, juste pour... Voilà. Voilà, vous voyez la superbe image là où c'est l'aigle où Bilbo se réveille. Vous voyez? C'est une trop belle image, hein? Elle est magnifique, hein? Ce dessin de Tolkien est incroyable. Sauf que regardez. Vous voyez? Ça, c'est pas Tolkien. C'est une gravure qui vient d'un bouquin qu'il a offert à ses enfants sur les oiseaux et créatures du monde, grosso modo. Donc ça... Et donc vous rentrez dans un trou de lapin, des gravures qui ont inspiré Tolkien dans des livres encyclopédiques de la nature anglaise, début 20e. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce genre de trou de lapin. Mais oui, c'est le même. C'est le même. Voilà, ça c'est un trou de lapin, par exemple. C'est un trou de lapin. Hop, bon.
qui prend la relève. Les Balrogs finissent par se Grosse terrer, inspiration, et la menace hein. principale sur la Terre du Milieu d'un point de vue incendiaire, ce sont les dragons. Quant aux araignées, Ungoliant n'est plus une menace, mais c'est sa descendance qui aura un rôle à jouer. Mais alors, Donc vous voyez, parmi toutes les créatures qui sont primordiales, il n'y a que Tom qui ne change pas. C'est-à-dire que on ne connaît pas vraiment ce qu'il est à l'origine, mais il a l'air de rester le même quand il parle depuis son origine jusqu'à maintenant. C'est le seul qui n'a pas une évolution parce que, voilà, Melkor est chassé hors du monde, c'est Sauron qui prend sa place. Les Balrogs, voilà, sont tous cachés et pour la plupart sont anéantis. Ungoliant n'est plus. Donc en fait, finalement, Tom est le seul, on va dire, être primordial, à apparemment ne pas avoir d'évolution. quelle sorte de catégorie de créature Tom pourrait être le modèle? Ou peut-être est-il destiné à n'être que l'unique représentant? On continue la promenade. Tom fut le premier. Il fut l'aîné dans le temps. Quand Frodo lui pose la question « Qui êtes-vous, maître ?» il lui répond « Je suis vieux. L'aîné. Voilà ce que je suis. » Notez les paroles, les amis. Tom était ici avant la rivière et les arbres. Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland. Et vous savez ça, qui c'est est trop aussi beau. le premier dans son texte? C'est incroyable. Vaino part 3 fois. Il est présenté comme le premier homme. Vaino va être présent Mais quand le personnage Pellervo, le fils de la terre, vient ensemencer les graines de tous les arbres. On est nerveux, Il je viens de écrit, comprendre, la l'abréviation feuille est aimée s'y trouve Vaino. prise, la Vaino. feuille aimée, le gland du Et chêne. pas Vaina. Vaino Vainé. va même être présent Vainé. lors de la toute première Je pluie, dis qui Vaino. est dite miel des nuages. L'un comme l'autre, Tom et Vaino sont les premiers habitants de leur terre. Merci beaucoup, Jézéchieln. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Tu as pas galéré à nommer les personnages élevés par les noms retraduits. Tu veux dire en français? Tu veux dire Tolkien ou les noms finnois? Power le taf. En fait, pour illustrer le Kalevala, il m'a dit que c'était une purge. Il m'a dit que c'était une purge. Mais aussi les témoins de la première Coucou, pluie Kerkla. et de la pousse des arbres. Avec ce Belle soirée à toi et premier merci. Les Passez, deux gros sont bisous. sans âge. Merci. Ils sont premiers et primordiaux. Lien numéro 2, la vieillesse. Tom, bien que joyeux et débordant de vitalité, se voit aussi associé à la vieillesse. Il met sur sa tête un vieux chapeau. Sa figure est plissée à cause de 1000 rides. Des rides de rire, ok, mais des rides quand même. Il vit dans sa vieille... Alors, Zenosama, pour certains mots, ça va tout seul. Et je t'avoue que j'essaye en grande majorité d'utiliser la nouvelle traduction, donc ça va. C'est juste que parfois, j'ai des noms qui... j'y pense plus. Donc ça m'arrive, genre, par exemple, Prosper, poire de beurré, j'arrive pas à dire... je me rappelle... C'est Philibert, fleur de beurre, voilà. Dans nouvelle trad, et j'oublie. Je dis toujours Prosper, poire de beurré, par exemple. Mais non, en grande majorité, j'essaye de toujours maintenant utiliser la nouvelle trad, mais j'ai encore des ratés à certains moments. Forêt, près des coteaux de terre hantés par de vieilles créatures, de vieilles légendes. Tom se décrit plusieurs fois comme un vieil homme. Sa chanson en est la preuve. Old Tom Bombadil, le vieux Tom Bombadil. Il a un ennemi, le vieil homme Saul. Tom est un chanteur et un sage à barbe. Et devinez qui a ces mêmes caractéristiques? Vaino. Dans le Kalevala, on appelle Vaino le vieux chanteur, le barde sage, la barbe sans âge à plusieurs reprises. Troisième lien pour nos deux compagnons, sans père. Mais la plus grosse ressemblance entre eux, c'est qu'ils sont tous les deux premiers, mais surtout sans père. Le nom complet pour les elfes de Tom, c'est Iarwain ben Adar, le plus ancien, le sans-père. Vaino, de son côté, l'est aussi, puisque sa conception a lieu dans un monde vide de vie. Il est écrit « Les nuits nous viennent seules, noires. Les jours lèvent seuls, soleil pâle. Ah, le Kalevala, c'est quelque chose, hein. Un jour est né barde sans âge, par le ventre de la porteuse, Ilmatar, la mère du monde. » Vaino est issue d'Ilmatar, mais elle n'a pas connu d'homme. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais Immaculée il s'agit conception, d'une sorte d'autofécondation. Et à sa naissance, parce qu'il est resté très longtemps dans sa cachette bien au chaud, dites-vous que Vaino Donc il est resté dans le ventre d'Ilmatar. On n'a pas l'information pour... Et donc,
Il décide de sortir quand il le veut, mais donc en fait il est resté tellement longtemps dans le ventre d'Ilmatar qu'il naît vieux. Bombadil, quant à son apparence à l'origine, mais l'elfique Iarwain, selon Tolkien, renvoie en anglais à Old Young, c'est-à-dire Vieux jeune. aussi. Quatrième C'est lien, fou, hein? les témoins deux. du ciel. Je vous disais juste un peu plus haut que Vaino était resté bien au chaud dans sa cachette avant de naître déjà vieux. C'est lui qui choisit de naître et il y a des raisons qui le poussent à prendre cette décision. En gros résumé, Vaino depuis sa cachette va réfléchir et se rendre compte qu'il est ignorant de la lune au ciel, du soleil aux rayons de joie. Mais il n'était pas censé connaître leur existence puisqu'à ce moment-là, je le rappelle, il n'est pas encore né. C'est l'appel de la lumière inconnue, qui est la raison qui force Vaino à naître. Il est écrit « Lors, il dévale la mer, tête et bras roulant à la houle. Il se dresse enfin sur l'eau grande, vers le cap Si je vous ai donné envie de lire le Kalevala, je sais pas comment j'ai fait. Hein, genou à terre, se là, cambre même à la comme ça, force des bras. c'est chaud. Il est debout pour voir la lune, pour s'ébahir au pied du jour. Il suit les voies de la grande ours et ses yeux boivent les étoiles. Ainsi, Wainamoinen a vu le jour, le barde brave, par le ventre de la porteuse, Ilmatar, la mère. On est du d'accord, monde. hein, Ilmatar, Donc, Iluvatar. c'est une aspiration existentielle pour lui, et dans le Kalevala, la contemplation des étoiles, elle est vitale. Les yeux vont jusqu'à boire les étoiles. Cette manière d'être témoin du ciel, Tom l'est aussi. Il dit « Je suis ab-origène. Ce que je suis, c'est l'aborigène de ces terres. » Ça vient du latin « ab-origine » qui veut dire « à l'origine ». Notez mes paroles, mes amis. Tom était ici, avant la rivière et les arbres. Il a tracé des sentiers avec les grandes gens. Il a vu arriver les petites personnes. Ça va était donner ici envie. avant les rois et les tombes et les êtres des Galgal. Quand les elfes sont passés à l'ouest, Tom était déjà là, avant que les mers ne fussent infléchies. Il a vu le soleil se lever à l'ouest et la lune le suivre. J'ai essayé, Olivarius. J'ai pas donné des exemples pour tout. Il a connu l'obscurité sous les pas. étoiles, quand elles étaient sans appréhension, avant que le Seigneur ténébreux ne vint de l'extérieur. Très sérieusement. Même dans ses chants, Tom semble très attaché aux étoiles, qui portent en elles le souvenir d'un monde sans appréhension, vierge de la souillure. Il invite les hobbits à chanter, en chœur, le soleil, les étoiles et la lune. Le chant qu'il va apprendre à Frodo, que le hobbit va utiliser face au spectre, est un chant de la vraie lumière, la pure lumière du jour. On a même dans Le Seigneur des Anneaux des phrases pour renforcer tout ça, et sous le charme de sa parole, tout le ciel fut rempli de la clarté de blanches étoiles. Ainsi, Tom et Vaino sont attachés à la contemplation des étoiles, du soleil et de la lune. C'est la lumière qu'ils dégagent et font descendre sur la terre. Cinquième lien commun entre Tom et Vaino, c'est l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Tom ça va, je dirais. Notamment via sa sublime femme Bédor, la fille de la rivière. C'est une sorte de naïade. Et voilà que plus haut, j'ai parlé que Vaino voulait boire les étoiles. Un autre point commun entre nos deux chanteurs, c'est effectivement l'eau. Pour Tom, le registre lexical de l'eau est constamment employé. On a même le second poème des aventures de Tom Bombadil qui s'appelle Bombadil en bateau. Vaino possède aussi un esquif qu'il a lui-même fabriqué. Nos deux personnages font donc du bateau. Et je vous parlais de Bédor. Quel nom spécial pour une sorte de nymphe de la rivière. C'est très bizarre. Hein. En anglais, ça donne Goldberry. Tolkien la lie au nénuphar, à l'eau. Mais alors pourquoi est-ce qu'un linguiste, aussi précis sur le nom de ses personnages, a donné à un être de l'eau le nom de Bédor ou Goldberry? Vous pouvez trouver une piste de réponse dans la poésie amoureuse du Kalevala. Dans le chant 11, le personnage Lemminkainen, aussi appelé Kauko le Beau, tente de séduire Kyllikki. Voici ce qu'il lui dit. Kyllikki, ma ligne de cœur, ma baie de sucre, ma tendresse. Pour Lemminkainen, Kyllikki est sa baie de sucre. Comme pour Tom, la fille de la rivière est sa Bédor. Vous allez me dire où se cache Vaino dans cet exemple? Nulle part. Mais lui aussi est lié à l'eau. Sauf que pour Vaino, ça se finit en drame. Tom, il arrive à convaincre Bédor de vivre avec lui. Mais Vaino, il va pas réussir à convaincre sa dulcinée, Aino, la fille poisson. Ça va engendrer la mort de celle-ci. Je vous épargne les similitudes. C'est horrible avec Aino. Sincèrement, j'ai décidé de pas en parler parce que c'est... Vaino fait du forçage, quoi, et Aino, elle veut pas. Et c'est vraiment... Il arrive pas à la convaincre de venir vivre avec lui, et donc...
elle finit par mourir. Elle aurait dû vivre, enfin, elle aurait dû accepter, mais elle n'a pas voulu et elle finit par crever, quoi. Alors que voilà, Bédor, c'est totalement différent, mais ça reste. Bédor est lié à l'eau, Aino, c'est la fille poisson. On est encore on va dire, cette histoire est vraiment, on est entièrement d'accord. Entre les champs de rivière qui Franchement, coulent vers la mer, ou encore les pas canards joyeux. et les poissons effrayés. Bref, encore des points communs entre les deux. 6. La sagesse des chants. Que Ouais, ça soit tout est Tom ou tragique dans Vaino, le tous Kalevala. les deux chantent beaucoup. Ai-je besoin de citer les chants de Lemminkäinen. Tom Bah, qui Sibelius, gambadent gaiement de la forêt. Kalevala, Et en hein. ce qui se concerne Vaino, il est souvent appelé barde et chanteur. Il est écrit Barbe vieille, il chante des rimes, ça, les j'adore. chants tournent, les chants brodent, jour et jour il chante sans trêve, chante parle nuit sur nuitée. J'adore Vaino ce lui aussi passage-là. vit sa vie de musique et de chant. Il chante parole, et ça Tom aussi. Le chant est parole et la parole est chant. Ils chantent tous les deux comme ils respirent. Mais ces paroles et ces chants chez les deux ne sont pas dénués de sens. Nos deux chanteurs sont des sages. Ainsi la sagesse et les bons conseils, et même des mises en garde, sont liés au chant. 7. La joie des chants. Le vieux Tom Bombadil est un joyeux drill. Tom est joyeux par essence, et il est donc naturel que ses chants le soient aussi. Tom éclate de rire, comme il éclate en chanson, et ses paroles ont un certain charme. Frodo voit son cœur gonfler de joie, par exemple. Cette joie, Tom Vaino, Bombadil. il est capable de la transmettre aussi. Il la répand dans les cœurs car il maîtrise les mots de la joie et le métier du chant. Comme ici, par exemple, lors d'un banquet de noces. Il est écrit « Vaino le vieux chante, il régale en joie la veillée, les femmes le rire à la bouche, les hommes tous le cœur jovial. Écoute la mine effarée, les jongleries de Vaino, car c'était merveille à l'entendre, prodige même aux bouches bées. » Pour vous dire, la joie dans le chant est tellement attachée à Vaino que la mère d'un personnage nommé Jokuhainen lui défend de tuer Vaino avec cet avertissement. Il est écrit « Si tu vises Vaino, tellement es-tu le fils du Kaleva, dingue. la joie s'éteindra sur terre, le chant s'étiolera du monde. » Ainsi, le duo chant-joie dont découle le rire est lié exclusivement à Vaino. dans le Kalevala. la joie Tout meurt, comme quoi. il est exclusivement lié à Tom dans Le Seigneur des Anneaux. Dès lors, les paroles de Glorfindel pendant le conseil d'Elrond prennent une nouvelle dimension. Mais en tout cas, envoyer l'anneau à Tom ne ferait qu'ajouter le jour néfaste. Tôt ou tard, le Seigneur des Anneaux apprendrait le lieu de sa cachette et y porterait tout son pouvoir. Ce pouvoir pourrait-il être bravé par Bombadil seul ? Je ne le pense pas. Je crois qu'en fin de compte, si tout le reste est conquis, Bombadil tombera, le dernier comme il fut le premier. Et alors viendra la nuit. Ici, la nuit serait la nuit uniquement si Tom disparaissait. Le mal absolu aurait remporté la victoire absolue. Sauron aurait éteint jusqu'à la dernière petite étincelle de joie. Tant que Tom vit, la joie et celui qui l'incarne persisteront. 8. Le charme des mots. 8. Dans le Kalevala, Vaino, c'est un mage du savoir éternel. Il connaît tellement de choses avec ses souvenances très anciennes. Il est quand même sans âge, a vu la naissance des forêts, l'arrivée des hommes, il a noté tout les vu. changements dans la course Il des a tout étoiles. vécu. Tom, de son côté, est lui aussi quelqu'un qui connaît, qui sait, et qui a été témoin des prémices du monde. En vérité, Tom savait tant de choses et des questions si habiles. Tolkien, dans sa lettre à Peter Hastings, que j'ai cité beaucoup plus tôt, nous propose une symbolique de Tom, une sorte d'allégorie possible. Cette aspiration à la connaissance serait le fondement de l'identité de Tom. Je relis. Tom est Coucou Red. une incarnation particulière de la Comment pure ça et va véritable science naturelle. L'esprit qui aspire à la connaissance des autres choses, de leur histoire et de leur essence, parce qu'elles sont autres et totalement indépendantes de la pensée qui les examine. Un esprit coexistant avec la pensée rationnelle et qui ne se préoccupe absolument pas Bah de oui, ça va. faire On regarde quelque la chose vidéo de cette sur connaissance. Bombadil que une j'ai faite, incarnation de la zoologie et de la botanique, qui est sortie pas hier. de l'élevage ni de l'agriculture. Et c'est vraiment tenace chez Tolkien, cette dichotomie, puisqu'il en parle dans une autre lettre, datée d'avril 1954. Il y distingue le caractère de Tom de celui des Ents. Il est, d'une certaine manière, une réponse aux Ents-femmes, en ce sens qu'il est presque leur opposé, étant disons la botanique et la zoologie, en tant que science, et la poésie, par opposition à l'élevage, l'agriculture et l'esprit pratique. Tom, c'est l'intellectuel et pas l'ingénieur, le poète
et pas l'artisan. Et pour montrer encore plus cette impression d'étudiant perpétuel qu'incarne Tom, on va faire un détour par des volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, où des dialogues traitant de Tom se retrouvent dans des brouillons du Seigneur des Anneaux, dans la trahison d'Isengard notamment. Selon ce brouillon, Pipin demande à Barbebois s'il connaît Tom, puisque Tom a l'air de tant s'y connaître en arbres et forêts. Et Barbebois lui dit ceci. Tom Bombadil ? Tom Bombadil ? C'est écrit en un mot. Alors voilà comment vous le nommez. Oh, il a un très long nom. Il comprend les arbres suffisamment bien. Mais il n'est pas un ent. Il n'est pas un gardien du troupeau. Il rit et n'intervient pas. Il ne fait jamais tourner mal les choses, mais il n'a jamais rien guéri non plus. Tenez, c'est toute la différence entre marcher à travers champs et essayer d'entretenir un jardin. Entre passer toute une journée avec un mouton sur le versant d'une colline, ou même s'asseoir et étudier les moutons jusqu'à connaître ce qu'ils ressentent vis-à-vis de l'herbe et être un berger. La curiosité, ce désir de savoir chez Tom transparaît aussi dans les poèmes de ses aventures. Mais il est capable de reconnaître qu'il ne sait pas tout, notamment dans le poème Once Upon a Time, ou encore quand il dit à Pipin dans Le Seigneur des Anneaux, « Vers l'Est, le savoir lui manque ». Lien numéro 9, la forêt magique. Suite à certains événements dans le Kalevala, Vaino va quitter les gens pour les bois et va parmi les hommes de la forêt. Et ce passage le lie d'autant plus à Tom, qui est décrit comme l'homme des bois parmi les gens de la forêt. Même si Vaino n'est pas le maître de la forêt, il reste néanmoins le garde du savoir et de la nature. Celui qui était présent lors de l'ensemence des premiers arbres. Il est capable de charmer le bois et de soumettre la forêt. Il est aussi capable de se déplacer dans la forêt avec une certaine rapidité. Rapidité qui n'est pas sans rappeler celle de Tom lorsqu'il vient en aide à nos quatre Il va si vite, hobbits. Tom. Et il y a un numéro 10 dans la forêt. et la bouffe. Ben oui, la nourriture, c'est sacré. Lorsque les hobbits arrivent dans la maison de Tom, ils y découvrent une table chargée de crème jaune, de rayons de miel, pain de blanc et de beurre. Aliments essentiels chez notre couple de la vieille forêt, avec le lait, le fromage, les herbes vertes et les baies. C'est dur, hein, le Et Kalevala. ça, on retrouve aussi dans On le est bien Kalevala. d'accord. Les Minkainen, lorsqu'il évoque un lieu où Rin. on peut vivre vie douce, il est écrit « Les tertres sont miessés, les sapins saignent le miel et le lait coule au pain barène. Le beurre gicle au coin des clos, les palis ruissellent de pierre. » La miessée, c'est une boisson de miel fermenté au cas où. Bien que le Kalevala soit le pays de la bière, le miel a une importance particulière. Il est omniprésent, mais attention, je tiens quand même à signaler que dans le Kalevala, il y a de la viande et du poisson à déguster. Les parallèles sont là, mais tout n'est donc pas ressemblance absolue. Tom se distingue donc de Vaino à certains égards, comme le régime alimentaire végétarien de Tom face au carnet de Vaino. Merci! Le Kalevala est une purge! Merci! Voilà! Et pendant 2 minutes, je vais vous parler d'un autre reclus de la forêt qui mange des herbes c'est dur dans à une lire. autre culture. Merlin, dans la Vita Merlini de Geoffrey de Monmouth. Ce Merlin se réfugie dans les bois, et lorsqu'il est traîné de force en ville, il dévoile plusieurs fois le passé et le futur. Mais chacune de ses interventions prédictives est précédée d'un rire inattendu qui déstabilise les spectateurs. On pourrait dire que le rire de Merlin est une manifestation de son savoir qui va au-delà de celui des humains. Et Merlin aussi est considéré comme sans père. Et pour Tom, si son rire est lié à la joie qui se bat contre la nuit, son rire peut-il être aussi lié à la connaissance la plus haute? Rappelez-vous, lorsque Tom a l'unique, cet anneau vil entre les mains, il rit de manière forte. Et si Tom avait, de par sa connaissance tel Merlin, vu que l'issue de Frodo serait couronnée de succès. Et finalement, cette forêt, elle nous donne plein de pistes de réflexion. Tom et Vaino sont semblables mais différents, tout comme Merlin peut se rajouter à cette liste de parallèles. Est-ce vraiment une influence de Tolkien ou finalement une influence commune, collective et relative à la mythopoésie? C'est s'inspirer d'un souffle commun, d'une flamme commune, et créer des résonances entre les personnages, sans pour autant les recopier. Clive Staples Lewis, donc C.S. Lewis, grand ami de Tolkien, auteur de Narnia, écrivait cette suite à sa citation lecture de Tom C.S. Lewis, Bombadil, de temps en temps, c'est sortie toute de sources la vidéo. quasiment étrangères, penserait-on, à l'imagination habituelle de l'auteur. C'est Des toute la vidéo. personnages viennent à notre rencontre, débordant tellement de vie Incroyable. qu'ils donnent l'impression, et cette espèce d'excitation qui nous caractérise, n'ont pas d'importance. Ainsi en est-il de Tom Bombadil. Il y a là certainement la forme d'invention la plus aboutie, lorsque le travail d'un auteur ne semble appartenir à personne, pas même à lui.
Et après tout, la mythopoésie ne serait-elle pas cela? Non On pas peut pas l'activité la plus subjective, mais la T'as qu'à aller moindre. voir sur En fin YouTube, de ami compte, des elfes. quand on cherche la logique de Tom Voilà. en tant que personnage du légendaire, il est impossible de ne pas sortir du légendaire en tant que tel. Ce mystère Bombadil est un mystère intradiégétique, mais ce mystère se dissipe quelque peu à la lumière des influences mythopoétiques. Parce que chaque feuille est une incarnation unique du modèle. Tom est unique, tout en résonnant avec d'autres figures mythiques et légendaires. Tolkien, dans ses habitudes de récupération pure, a aussi des habitudes de récupération-remodelage qu'il maîtrise à la perfection. Ainsi, Tom semble unique en son genre, pourtant il est la feuille d'un arbre lié à d'autres ramifications. Un viewer que je salue pour son humour toujours parfait m'a dit un jour: les théories sur Tom, c'est comme les trous de Hobbit, tout le monde en a un, mais c'est pas pour ça que tu dois le montrer à tout le monde. Mais je suis ravie aujourd'hui de vous avoir montré ce trou de Hobbit. Ça, c'est l'origine de Tom. Vous pouvez y voir ce que vous souhaitez en symbolique et l'appliquer à vos ressentis. Mais je pense avoir donné les pistes les plus claires en ce qui concerne la véritable origine de Tom dans les textes, mais aussi les origines de son inspiration. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. C'est avec joie et dans un rire éclatant que je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris. Et voilà. Voilà, donc ça c'était la vidéo de Tom. Sacré morceau. Ça a été vraiment un sacrément gros morceau. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont commenté. Ben, merci à Elro hein, pour illustrer le Kalevala quand tu connais pas. Dites-vous pauvre Elro parce que je lui balance ça et il doit m'illustrer ça alors qu'il sait pas du tout ce que c'est d'une certaine façon. Donc c'était quand même chaud et franchement GG à lui parce que il a à ce niveau-là il a géré à fond pour illustrer la vidéo. Vraiment allez écrire des commentaires sous la vidéo, aimez-la, c'est hyper important. C'est hyper important. Voilà.